Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur ESAI TV. C'est l'heure du journal, dont voici le sommaire. Les membres du Conseil économique et social disent non à l'initiative de suppression de cette structure étatique annoncée dans la nouvelle constitution. Le point des échanges de la première session ordinaire est à suivre dans ce journal. À suivre également dans ce journal l'essentiel du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2017. Et puis désormais, les recrutements seront mieux organisés et planifiés au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. C'est ce qui en ressort de l'atelier de validation des plans de recrutement tenu ce jour. Bienvenue à toutes et à tous. Le projet de révision de la Constitution de décembre 1990 est le point sensible développé au cours des échanges de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2017. Ces différents conseillers disent tous non à l'initiative de suppression de cette structure étatique annoncée dans la nouvelle Constitution. On écoute Augustin Taguebian, président du Conseil économique et social. Le projet de révision constitutionnelle suggère contre toute attente la suppression pure et simple du titre 7 de la Constitution, titre consacré au Conseil économique et social. Cette volonté de suppression du Conseil économique et social, manifestée par le gouvernement, appelle de nous quelques observations qui visent simplement à rappeler, s'il en était encore besoin, que le Conseil économique et social a toujours été l'une des plus importantes institutions dans les grandes démocraties du monde. La question de l'utilité du Conseil économique et social est de nos jours une problématique dépassée et ce n'est pas dans un contexte de regain de vitalité et de visibilité au plan national et international que notre CS, que le gouvernement prendrait l'initiative de sa suppression. En tout état de cause, pour son développement, notre pays a besoin de toutes les catégories sociales, de toutes les composantes socio-professionnelles de notre pays. Nous avons pu examiner plusieurs dossiers importants au cours de la présente session. Nous avons également adopté mon rapport d'activité au titre de l'année 2016. À cette occasion, vous avez fait preuve, chers collègues, d'un esprit constructif en apportant votre contribution, tant en la forme qu'au fond du document qui rend compte de ma gestion pour le compte de l'année écoulée. Je réitère mon engagement à me battre afin que notre institution participe au mieux au développement de notre pays. Chers collègues, au cours de la même session, nous avons poursuivi, surtout en commission, les travaux relatifs au sujet d'autosaisine sur des problématiques aussi importantes que les enjeux de l'économie numérique en termes d'emploi des jeunes au Bénin. Les impacts de la pollution des cours d'eau sur la biodiversité et la santé humaine, l'accès des personnes en situation de handicap au monde du travail. Le point des travaux en commission a été présenté en plénière. Enfin, nous avons adopté le procès-verbal de la deuxième session extraordinaire de l'année 2017. Désormais, les recrutements seront mieux organisés, planifiés et les salaires des nouveaux agents recrutés seront prévus dans les budgets en cours d'exécution. C'est ce qu'a annoncé le représentant du ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales ce jeudi 23 mars 2017 à l'Infosec de Cotonou. On suit ici l'atelier d'ouverture de la validation des plans de recrutement des ministères. Dans ce cadre, je voudrais vous rappeler que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans son programme d'action du gouvernement 2016-2021, notamment dans le premier pilier, a placé les ressources humaines au cœur du développement de notre nation. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est vous dire que les présentes assises visent des objectifs précis portant sur la rationalisation et la modernisation des ressources humaines de l'État. Il s'agira d'analyser la pertinence des besoins à vous soumis
d'en appréhender l'opportunité et d'en saisir l'intérêt pour une administration qui se veut moderne et de développement. Comme vous le percevez si bien, les présents plans de recrutement que vous allez valider couvrent la période 2017-2019. L'objectif premier de l'élaboration des plans de recrutement est d'abord de doter l'administration d'un outil de prévision, de planification, mais aussi de projection, de sorte que désormais les recrutements soient mieux organisés, mieux planifiés et mieux gérés, et que les salaires des agents nouvellement recrutés soient prévus dans les budgets en cours d'exécution. Vous conviendrez ainsi avec moi que votre responsabilité à quelque niveau que ce soit est engagée pour la réussite des présentes assises. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais compter sur votre disponibilité et sur votre contribution de qualité pour faire du présent atelier un succès véritable. Je reste donc rassuré que vous sortirez de cet atelier avec des résultats concrets afin de garantir le recrutement planifié des agents de l'État. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous arriverons à maîtriser les effectifs par corps dans la fonction publique, à identifier les besoins en recrutement et à mieux maîtriser la masse salariale des agents de l'État. La réorganisation de l'atlas d'encadrement du ministère des enseignements maternels et primaires avec 45 régions pédagogiques et la limitation des bâtiments à R+2 en zone résidentielle urbaine avec la suspension des permis de construire qui ne respectent pas les normes. Ce sont là les différents points qui étaient au cœur de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars 2017. Pascal Irénée Koupaki pour plus de détails. J'indiquais moi-même tout à l'heure que on a un déficit en inspecteurs, en conseillers pédagogiques et même en inspecteurs délégués, parce que les inspecteurs délégués appuient la direction départementale. Donc si on a 12 directions départementales, on doit avoir au moins 12 inspecteurs délégués. Aujourd'hui, nous en avons 0. Et nous avons besoin d'au moins 85 inspecteurs. Et nous en avons 45. Mais on en a à la retraite. Mais on ne peut pas les utiliser pour les raisons que vous savez. Le gouvernement a déjà prévu pour 2017, 2018, 19, 20, 21, sur ces années-là, de recruter par an 25 inspecteurs. Donc, sur la période, on aura au moins 100 inspecteurs. On couvre le déficit, mais l'objectif, c'est de faire un peu plus que ça. Donc, la rationalisation dans la gestion des ressources humaines, l'efficacité de la gouvernance dans le secteur de l'éducation nous amène à mieux planifier les choses que par le passé. Les dispositions doivent être respectées à l'avenir. Pour quelqu'un qui a un permis d'habiter, pour construire un immeuble, en principe dans une zone à 2 étages, et qu'il a un permis pour construire un immeuble à 5 étages, s'il est au rez-de-chaussée, il vaut mieux qu'il arrête, puisque la décision est prise aujourd'hui. Ce qui est fait par le passé est fait, mais ce qui est en cours, on l'arrête. C'est le sens de la décision, et j'ai bien dit que le décret du 13 mars 2014 sera relu, et on doit avoir des plans directeurs d'urbanisme pour éviter qu'on ne construise des bâtiments n'importe où. Il y a des zones résidentielles dans lesquelles les bâtiments doivent avoir une hauteur maximale R+2. Il y aura d'autres zones dans lesquelles les bâtiments pourront avoir une hauteur beaucoup plus élevée. C'est pour ça que le Conseil a demandé que nos experts travaillent très rapidement pour qu'on revoie le décret de 2014 et qu'on définisse les zones dans nos villes. La première séance de dédicace de l'ouvrage Accusé mais pas coupable de Christelle Rondonoubo s'est effectuée hier à la librairie Notre-Dame de Cotonou. L'ambassadeur Maurice Kérékou, El Farouk Osmanou et un parterre d'amoureux de la lecture ont honoré de leur présence à la cérémonie. La première séance de dédicace du livre Accusé mais pas coupable s'est effectuée dans l'après-midi de ce mardi 22 mars 2017 à la librairie Notre-Dame de Cotonou. Christelle Rondonoubo, auteur de l'ouvrage, a été honorée de la présence de l'ambassadeur
l'ambassadeur Moïse Kérékou, de El Farouk Soumanou et du juriste Prince Agbodjan. À cette séance, il faut noter également la présence d'une foule composée d'un parterre des amoureux de la lecture, dont les étudiants, les autorités politico-administratives, les religieux, les internautes et les parents et amis de l'auteur. Malgré mon état de santé, j'ai décidé de faire ce déplacement aujourd'hui pour vous dire merci, félicitations. Et je viens à plusieurs titres, puisque en dehors de moi-même, votre ancien patron, le ministre Afo Idrissou Sefiou, m'a chargé de vous transmettre ces félicitations. Pour des raisons de santé également, il n'a pas fait le déplacement. Et le ministre d'État, M. Alassane Ousmane Djimba, c'est ce qui fait que j'ai 3 livres dans les mains pour avoir les 3 dédicaces. Cette prolixité à la critique et au bavardage conduit très peu vers des sujets qui font progresser, même au sein de l'élite intellectuelle. Et combien de fois ces propos inconsidérés n'ont-ils pas déjà causé de graves préjudices à autrui? Mais cela ne trouble personne. C'est ainsi qu'on gaspille le temps dans de vains commérages qui ne rapportent rien. Aucun bonheur ne peut naître de cet état d'esprit. Pour mémoire, Accusé mais pas coupable est un livre à travers lequel Christelle Oudonoubo rétablit la vérité d'une affaire dans laquelle, par le passé, elle a été accusée d'avoir battu à mort sa domestique. Laquelle affaire lui a coûté une détention carcérale avant que la justice béninoise ne la blanchisse. Cet ouvrage est une autobiographie doublée de témoignages qui a pour objectif de restaurer la véracité des faits, longtemps torturés par le mensonge et la médisance politique. En réalité, le mot que j'ai ce soir, c'est pour vous dire merci. Et je l'avais déjà dit à plusieurs reprises que ce livre, en réalité, comme on le dit, est venu juste pour rétablir la vérité et permettre aux uns aux autres d'avoir en réalité certainement une autre image de ce qu'on voulait coller à Christelle Oudonoubo. Et je voudrais aussi laisser le temps au temps. Il va falloir que je sois patiente et que je laisse le temps rétablir la vérité avec grand V à travers donc ce livre. Ce soir, je suis là, en fait, pour témoigner ma gratitude aux uns et aux autres. L'intérêt porté par le public au livre donne des raisons de croire que le goût de la lecture n'est pas encore complètement mort au Bénin. Christelle Oudonoubo a annoncé à l'assistance que l'ouvrage sera également lancé dans la partie septentrionale du Bénin, plus précisément dans la ville de Parakou, le samedi prochain, au centre Guy Riobi. Axé sur le thème « Comprendre les nuages », la célébration de la journée météorologique mondiale a été effective ce jour, organisée par l'Agence nationale de météorologie. Cet événement a connu la présence du ministre des Infrastructures et des Transports. La communauté météorologique internationale célèbre la journée météorologique mondiale pour commémorer l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Cette institution spécialisée des Nations Unies a contribué au progrès rapide des sciences météorologiques et à l'essor de la coopération internationale. Cette évolution a permis la mise en place de systèmes opérationnels d'envergure pour la protection des personnes et des biens, l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, ainsi que la mise en œuvre d'une série d'activités socio-économiques au profit du développement durable. Le thème choisi cette année, comprendre les nuages, révèle l'importance cruciale des nuages pour le temps, le climat et les ressources en eau. Le défi des prochaines décennies est de comprendre l'influence des nuages sur le climat ainsi que les incidences de l'évolution du climat sur les nuages. L'Organisation météorologique mondiale et le réseau des services météorologiques et hydrologiques nationaux ont alors un rôle majeur à jouer dans la fourniture des informations fiables, dans la recherche et la mise en place de services climatologiques opérationnels. J'exhorte les responsables de Météo Bénin à œuvrer
dans le sens de la création de nouveaux partenariats et d'alliances stratégiques entre agences et les différents usagers au niveau national, régional et international, et ce pour faire face aux défis du développement durable. L'objectif est de mettre en place une plateforme d'échange où les besoins en termes de produits météorologiques seront bien définis et spécifiés. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la célébration de la journée météorologique du 23 mars 2017. L'Académie Joseph Poté est un centre de formation des jeunes footballeurs issus de la rue qui ouvrira ses portes dans les prochains jours à la Fondation Jean-Florentin Felijo. Une équipe des AITV a effectué une visite sur le chantier d'incubation à l'apprentissage professionnel du ballon rond. Nous sommes à 4,6 km de Paou dans l'Atlantique, plus précisément la Fondation Jean-Florentin Felijo, un domaine d'une dizaine d'hectares qui accueillera dans les tout prochains jours les pensionnaires de l'Académie Joseph Poté, un centre de formation des jeunes footballeurs dont la particularité réside dans son orientation vers les œuvres sociales. Enfants de la rue, laissés pour compte, les pensionnaires de l'APJ sont recueillis puis réintégrés au centre. C'est un centre de formation qui a été créé depuis 2012 par le footballeur international béninois Michael Poté, qui prend le centre en charge à 100% depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en procédure de localisation, nous sommes actuellement à Tori, je pense bien à une trentaine de kilomètres de Cotonou, dans un cadre un peu idéal pour le développement de notre activité. Dans un premier temps, c'est ça, et puis après, répondre à la forte demande que nous avons, mais au même moment on ne peut pas aider tout le monde. Nous avons certes une forte demande, mais on peut prendre ce que nous pouvons prendre, ce qui répond à nos critères, mais on ne peut pas aider tout le monde. C'est ça qui motive un peu notre délocalisation de la ville vers ce nouveau site. Afin de placer leurs graines de champions dans les meilleures conditions, l'Académie Joseph Poté intégrera bientôt ce domaine qui sera rénové et remis à neuf. Le plus âgé de la première promotion, je vais parler d'Anton Sundonougbo qui était de l'autre côté de la Turquie, précisément à Godzepe pour un test d'un mois qui s'est avéré concluant. Nous sommes en train de mener les démarches administratives pour qu'il puisse retourner. En dehors de ça, sur le plan national ici, pour la dernière campagne des éliminatoires de la CAN 2017 au Madagascar, je pense que APJ est le centre qui a plus de représentants au sein de l'équipe nationale. Nous avons un effectif, nous avons 8 joueurs actuellement dans l'équipe nationale qui répondent aux critères dans l'équipe nationale des U17. À Cotonou, le problème de l'infrastructure sportive, ça cause un problème énorme. Vous êtes au moins 4 ou 5 centres à partager le même terrain, ce qui n'y a pas de secret dans le travail. Raison pour laquelle on veut se délocaliser pour donner un cadre idéal à nos petits, pour aller et pour bien dormir d'abord dans un premier temps, pour ne pas déranger tes voisins parce que là les voisins se sont plaints par rapport, souvent quand il y a des matchs de football, pas euphorie, nos enfants ils dérangent tes voisins. Dans un premier temps c'est ça, et puis là après on aura au moins 2 terrains qui seront à notre disposition. Là on pourra travailler très aisément, là très loin des regards. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun franc de qui que ce soit. Nous roulons en fonds propres depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous prenons à partir de 12 ans. D'abord, dans un premier temps, on vous prend, on vous amène. On essaie d'abord de s'occuper de l'éducation des enfants. Souvent, nous prenons des enfants qui sont dans la rue. Nous sommes dans cette logique. Nous voyons des enfants, peut-être là, qui sont dans des situations très difficiles que nous prenons. Actuellement, quand vous voyez des images de nos enfants, il a de cela 4 ans et aujourd'hui, vous allez savoir que vraiment nous avons créé des hommes. Depuis sa création quelques années plus tôt, l'APJ s'est fortement impliquée en matière de formation locale des joueurs. Son fonctionnement repose sur une véritable politique de formation destinée à transmettre à de jeunes joueurs les valeurs d'un grand club de football et d'assurer sa pérennité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur le même site www.ezaitv.com.